à tous. Donc, désolé pour le petit retard. Et on va démarrer la conf tout de suite. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous donner une autre vision du gros hacking. Alors, je vais démarrer par une petite question. Il y a combien de SEO dans la salle? Ok, beaucoup. Tout le monde connaît le terme de gros hacking? Ok, super. Et donc, alors, on va voir ce que ça donne. Donc, la petite slide de présentation très rapide, elle n'est pas, c'est pas hyper intéressant. Le point intéressant ici, c'est le contexte. En fait, j'habite à Caen, donc c'est la campagne. Je suis un peu bloqué, je peux pas partir. Donc du coup, ça drive un petit peu mes expériences professionnelles, parce que quand vous êtes à la campagne dans une petite ville, il n'y a pas énormément de postes et vous pouvez changer de poste. Donc du e-commerce au très grand groupe où je suis pas resté longtemps et maintenant gros hacker. Donc voilà. Donc en général, quand on parle de gros hacking, les gens, vous en pensez quoi, vous, du gros hacking? Vous êtes plutôt, vous en avez une image plutôt positive ou plutôt négative? Pardon? Ah, c'est bien, j'espérais le contraire, tant pis. Il y en a qui ont une image négative du gros hacking, mais en général, enfin voilà, moi quand j'ai changé de job, que j'ai annoncé que je quittais un gros annonceur pour prendre un poste de gros hacking, tout le monde s'est foutu de ma gueule un petit peu. Il y en a qui m'en veulent encore, je crois. Donc voilà, parce qu'un SEO, quand même, le SEO, on sait tous, il n'y a rien de mieux, c'est le meilleur canal d'acquisition, c'est le métier le plus intéressant et tout ça. Et donc un SEO qui se met au gros, bah forcément c'est un loser, on est d'accord? Parce que souvent, quand on parle du gros, pour les gens, le gros, c'est ça. Donc je ne sais pas s'il y a des anciens ici ou si tout le monde reconnaît. Alors j'ai fait un petit panel. Voilà, donc c'est-à-dire on a la totale de l'image du gros en général, c'est-à-dire du spam dans les emails, du spam sur LinkedIn et ce genre de choses, et des messages automatisés et parfois un petit peu ratés. Donc il n'y a rien de personnel, hein, c'est quand j'ai fait le slide, c'est le relevé de ma boîte email ou du Twitter de la semaine. Hop. Donc voilà. Donc ça, c'est l'image qu'ont les gens en général. Alors que pourtant, ce mec-là, Sean Ellis, quand il a répondu récemment sur LinkedIn, je ne vais pas vous faire la lecture et tout, mais il s'est un peu ému de la vision européenne du gros par rapport à ce que lui, il connaissait. Et en fait, Sean Ellis, c'est qui? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le mec qui a écrit en 2017 un livre qui s'appelle Hacking Growth, qui a inventé le terme gros hacking et qui, donc, du coup, n'est pas d'accord avec la vision qu'on a. Donc, est-ce qu'on doit prendre en compte son avis ou pas? Je ne sais pas, c'est sans doute assez intéressant. Donc voilà, donc du coup, moi évidemment, vous vous en doutez, je ne me vois pas comme un loser, enfin pas complètement, pas encore. Et après un an dans une start-up, je vais vous faire un petit retour un peu en mode infiltré de qu'est-ce que c'est réellement mon métier et mes tâches de tous les jours. Donc par contre, pour le coup, s'il y en a qui étaient venus ici pour voir des hacks à la mode ou récupérer des trucs ou automatiser des séquences sur prospecting, sur LinkedIn et ce genre de choses, vous n'êtes pas au bon endroit, désolé. Hop. Donc déjà, pour démarrer, on ne dit plus gros hacking, on dit gross marketing aujourd'hui, puisque c'est vachement plus classe. Donc voilà, donc qu'est-ce que c'est les métiers du gros hacking? Alors il se trouve, après que j'avais eu la conf, il y a une boîte qui s'est montée en France, donc qui s'appelle Grosse Talent, qui est celle-ci, et ils ont dressé, ils m'ont fait le travail à ma place, c'est génial, le panorama du gros. Donc vous voyez, en fait, c'est séparé en 7 grandes catégories. Donc vous avez la partie outbound, donc celle qu'on connaît tous et dont on vient de parler. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'inbound aussi, donc là où on est en tant que SEO beaucoup plus tous concernés. La demande generation, donc là c'est l'inbound plus l'outbound, donc c'est un peu le mec à tout faire et voilà. Il y a le traffic manager, donc là c'est pour la partie que payante. Le Product Manager Growth, donc ça on va y revenir un petit peu plus en détail après, mais c'est encore autre chose. Le Growth Ops, donc là c'est plus le chef de projet et tout ça. Et enfin le Growth Engineer, en fait, qui est tout simplement un développeur au service du growth, du marketing, ce que vous voulez. Donc un développeur orienté business. Hop. Donc moi, comme à peu près n'importe qui en France actuellement, on m'a embauché pour ça. C'est-à-dire un mec qui vient et puis qui amène du trafic sur le site et le plus possible. Et puis s'il peut savoir tout faire, tant mieux. Bon, on sait tous dans la pratique qu'on ne peut pas être bon partout et que personne ne sait tout faire. Donc voilà, il y a des choses qu'on fait bien, des choses qu'on fait moyennement. Mais en vrai, moi, ce que je fais réellement, j'aurais peut-être dû dire pour le contexte, mais je bosse dans une boîte et on fait un SaaS.
comme beaucoup de startups. Et donc, dans le cadre du SaaS, en fait, moi, ce que je préfère faire, c'est ça. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, Product Manager, grosse. Et donc, en fait, on va travailler sur la rétention et l'engagement, principalement, donc au sein du produit. On verra après, sur l'acquisition, mais à un niveau beaucoup plus macro. La monétisation, ce qu'on appelle les grosses modèles, donc tout ce qui est CRO, eux ils appellent ça user psychologie, et évidemment tout ce qui est expérimentation, puisque le cœur du métier de grosse, en fait, c'est d'essayer des choses, de se planter, d'apprendre pourquoi on s'est planté et recommencer à se planter. En fait, moi, c'est génial, je suis bien payé pour faire des erreurs, pour me planter, et plus je me plante, en fait, plus on m'encourage. Voilà, c'est un concept. Et je me plante souvent. Donc, du coup, quand je suis arrivé, alors ça c'est le petit instant pub, j'ai pas d'action, j'ai rien chez eux, mais quand je suis arrivé dans le gros en start-up avec toutes les images et caricatures qu'on peut avoir, je me suis dit que j'allais quand même arriver avec l'esprit ouvert. Donc il y a une communauté en France qui s'appelle Gros Hacking France, je crois, ils ont un Slack et tout, et il y a des jeunes là-dedans qui sont plutôt très bons, et j'ai pris au conseil auprès d'eux et tout le monde m'a dit si tu veux vraiment découvrir le vrai gros, il faut faire Reforge. Reforge, c'est une formation en anglais qui a été faite par un ancien de HubSpot. Et ce qu'on va voir après, c'est pas mal tiré de ça après un an. Très intéressant. Hop. Donc aujourd'hui, on fait quelque chose qui s'appelle du product-led growth. Alors qu'est-ce que c'est du product-led growth? C'est quelque chose de formidable où en fait vous n'avez plus besoin de commerciaux, vous n'avez plus besoin de rien. Le produit, il est tellement bien fait qu'il grossit de lui-même. Donc bon, en vrai, ça ne marche pas exactement comme ça, mais c'est quand même comme ça que dans le SaaS en tout cas, que les Américains travaillent beaucoup, c'est-à-dire qu'on essaye de faire un produit. Alors je vais enfoncer pas mal de portes ouvertes, je suis vraiment désolé, mais on essaye de faire un produit pour les utilisateurs et pas pour le fondateur, et de faire des fonctionnalités, ou de les prioriser ou les déprioriser par rapport au retour des utilisateurs. Hop. Donc voilà, alors un petit slide rapide, mais pour vous dire comment ça a commencé le gros, c'était chez Facebook, évidemment, à San Francisco. Et voilà, en gros, il y avait la responsable chez Facebook qui parlait avec le mec. Et lui, elle lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, moi, je vais m'occuper de tous les trucs qui ont de la croissance. Et du coup, on va dire que je fais du gros. Et voilà, c'est comme ça que le terme était né. Hop. Donc c'est quand même quelque chose qui commence à dater maintenant, comme le SEO, comme le gros hacking. Enfin, on est tous sur des métiers qui deviennent matures. Et il se trouve que, comme on constate en SEO, mais sur tous les verticaux du web, le jeu, en fait, il a complètement changé. Il a changé pourquoi? Parce qu'au début, maintenant, il y a beaucoup plus de compétition. Donc la distribution de vos contenus, de votre produit, ça coûte mécaniquement beaucoup plus cher parce que si vous faites des ads, il y a plus d'enchérisseurs, donc il faut payer plus cher. Si vous faites du SEO, il y a plus de monde qui fait la compétition. Donc si vous voulez gagner, il faut faire mieux que les autres et il y a moins de places disponibles. Donc le cycle de la vie des canaux et des tactiques, c'est pour ça que je disais on ne va plus parler de hack aujourd'hui parce que ça s'est énormément accéléré. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un hack ou quelque chose qui fonctionne, c'est un peu, à la limite, ça fait écho à la conférence qu'on avait hier sur le Black Hat, mais sur plein de hacks, quand ils sont connus, ils sont exploités, et une fois qu'ils sont exploités et qu'ils deviennent mainstream, ils sont corrigés, ils sont patchés, et ils ne valent plus rien, même s'il reste encore pas mal de choses. Donc voilà, et donc on a aussi beaucoup plus de data, et donc du coup on peut prendre des bien meilleures décisions qu'avant, la très grosse porte ouverte, mais voilà, et ça surtout, et moi je le constate dans mon taf, les frontières entre le produit, le marketing, les ingénieurs et les sales, tout disparaît en fait. Tout le monde travaille en même temps pour essayer de faire quelque chose de plus utile. Les développeurs sont plus ouverts et aujourd'hui les profils recherchés sont plus techniques pour pouvoir parler avec des développeurs. Donc, pour les Américains, en fait la croissance, la grosse, c'est un résultat. D'accord? Donc c'est le résultat, en fait, c'est qu'est-ce qui sort quand on met ensemble l'acquisition, la rétention et l'engagement et la monétisation. Okay? Donc ça, c'est les variables d'entrée et quand on met tout ça et qu'on le fait bien, normalement, on a de la croissance. Donc voilà. Ce genre de graphique avec des boucles, on va les voir beaucoup prochainement, enfin dans les autres slides. Et ça explique en fait comment ça marque un process de growth, puisque tout simplement c'est cyclique. C'est-à-dire vous démarrez une étape 1, il y a une sortie qui produit une étape 2, une nouvelle sortie, et ainsi de suite. Et ça se nourrit et ça boucle comme une boucle en dev en fait. Et
censé durer le plus longtemps possible pour bien fonctionner. Donc en fait, c'est des expériences qui sont fondées sur des hypothèses qui permettent d'établir la vérité sur les facteurs de rétention, d'acquisition et de monétisation. Donc voilà. Donc en fait, l'acquisition, ça va être le gros modèle. La rétention et l'engagement, c'est tout ce qu'ils vont appeler user psychologie, mais que nous, on appellerait l'accro. Et toute la monétisation, ça va être sur les expérimentations pour essayer de gagner plus d'argent ou même, tout simplement en jouant sur le pricing plan. Hop. Donc en fait, c'est vraiment sur ce système où en 1, en fait, vous avez de la croissance. Plus de croissance, ça vous emmène quoi dans votre produit? Ça vous emmène plus d'utilisateurs et plus de data. Quand vous avez plus de data, en fait, et plus donc vous faites beaucoup de tests, donc vous avez plus de résultats de tests. Donc vos tests, ils vont de plus en plus vite, donc vous avez des feedbacks de plus en plus rapides. C'est de plus en plus d'informations qu'amène plus d'apprentissage. Vous apprenez des nouvelles choses, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Vous accentuez ce qui fonctionne, vous oubliez ce qui ne fonctionne pas à date. Et donc des apprentissages plus réguliers, plus rapides, et ça amène plus de croissance. Et ça continue, ainsi de suite. Enfin, c'est la théorie, évidemment. Hop. Donc voilà, donc les 4 éléments de ce qu'on appelle un gros système, c'est il doit être systématique, ça veut dire que c'est méthodique et on ne joue pas au pif, on fait des vraies hypothèses et on essaye d'anticiper. Donc on commence par le résultat, qu'est-ce qu'on veut mesurer, et on y va. Ça doit être déterministe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour le hasard ou la chance. Ça doit être durable, ça veut dire qu'on doit pouvoir le mesurer dans le temps et le conserver un minimum dans le temps. Et ça doit être surtout, c'est le plus important, ça doit être répétable. Parce que si c'est des one-shots, c'est pas du gros. Hop. Donc on va voir un petit peu la rétention et l'engagement. Donc il faut savoir, moi quand j'ai discuté avec pas mal de confrères qui sont soit aux États-Unis, soit dans des grosses startups du coin, soit en France, soit dans d'autres choses, il y a toujours beaucoup de grosses qui font de l'outbound, donc emailing et tout ça. Mais il y a, en fait, dans les plus grosses boîtes, les grosses, ils travaillent quasiment que sur la rétention et l'engagement. Donc c'est ce qu'on pourrait rapprocher quasiment le plus d'un poste de web analyst finalement. Alors pourquoi en fait? Parce que les Américains ils disent qu'en fait les plus grosses boîtes, et ça se vérifie quand on refait les calculs et tout, ils ont une plus grosse rétention, un plus gros engagement, et c'est ça qui fait qu'en fait leurs clients donc restent chez eux, ils peuvent faire beaucoup d'upsells et ils capitalisent sur leur base. Donc voilà. En fait, la rétention et l'engagement, c'est l'usine, et l'acquisition et la monétisation, c'est juste la matière première que vous mettez dans votre usine et qui vous permet derrière de grossir. Hop. Donc comment ça nourrit la réquisition, l'acquisition, pardon, pas facile. Donc ça nourrit ce qu'on va voir après, donc les grosses loupes. Donc c'est une meilleure rétention qui aboutit à une augmentation de la performance. Voilà. On a la rétention, ça renforce la compétitivité de l'acquisition, c'est-à-dire que si vous avez une bonne rétention, avec un bon cycle de vie de vos utilisateurs, vous pouvez investir plus en contenu, en ads, en branding, en tout ce que vous voulez, parce que la rétention est bonne, donc vous savez que vous allez être rentable. En tout cas, ça vous offre une meilleure rentabilité, et surtout ça accélère le ROI, parce que parfois quand vous êtes en start-up, quand vous faites du SaaS, alors je sais pas, je crois que j'ai eu Benjamin tout à l'heure, mais je sais pas si c'est calculé chez SEO Observer, mais parfois en fait le client il n'est pas rentable dès le premier mois en fait. C'est au bout de X mois qu'il a renouvelé son abonnement que seulement il va commencer à vous rapporter de l'argent par rapport à vos coûts d'acquisition et ce genre de choses. Donc là, c'est un slide avec des données fictives, mais comment on calcule la rétention, c'est comme ça. Donc là, on fait un test, on se dit on a une rétention de 70%. Ça veut dire qu'à la fin du mois, vous avez 70% des clients qui restent et 30% qui se barrent. Donc vous voyez, ça génère sur une période de 12 mois, sur un an, ça génère donc 158 000 $. Hop, et juste vous faites passer votre rétention de 70 à 80%, c'est-à-dire que vous n'avez pas de nouveaux clients, vous n'êtes pas allé chercher des nouveaux utilisateurs, c'est toujours la même base, et bien vous voyez que votre revenu, il augmente donc à 173 800 €. Perronnet, ça fait combien de croissance Toi, tu vas me le faire de tête, non? De 158 à 173. Beaucoup, voilà. Et c'est un expert qui le dit. Donc voilà, donc après, maintenant on va voir, je ne sais pas si vous, pareil, pour tous ceux qui sont en start-up et tout, on entend parler beaucoup d'une chose qui s'appelle le product market fit. Ça veut dire que vous avez un produit avec des features et tout, et il rencontre son marché. Donc il y a des gens qui sont intéressés par l'acheter, parce que des fois vous faites un produit et les gens ils en ont juste rien à battre. Et en fait, en vrai c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que vous vous apercevez, il faut que votre produit corresponde au marché,
que ça correspond aussi au canal de distribution que vous avez choisi, parce que tous les produits ne sont pas adaptés, et qu'il faut que ça corresponde au modèle qui lui-même doit correspondre au marché et tout ça. Donc en fait, vous avez beaucoup de fit à trouver pour avoir un vrai produit qui scale. Ça, c'est le mot-clé que je n'avais pas encore dit. Et pareil, excusez-moi, il y a beaucoup d'anglicisme, mais en startup, on est obligé, évidemment. Et voilà, si vous voulez quelque chose qui est scalable, il faut aller au-delà du product market fit, et il faut beaucoup de fit, en fait. Et vous voyez, c'est assez complexe. Donc, pour faire ça, pour trouver les fits et pour accentuer, avoir une grosse croissance, ils ont mis en place des systèmes qu'ils appellent des loops, donc des boucles d'acquisition. Donc une boucle, c'est tout le temps la même chose. C'est vous avez des nouveaux utilisateurs, donc ça c'est l'input numéro 1, l'input, pardon. Il se passe quelque chose après des actions, des étapes, on va en détailler certaines. Il sort quelque chose de ça, vous avez un nouvel output, et tout ça, ça ramène des nouveaux clients utilisateurs, et ainsi de suite. Donc les boucles, elles sont en quelques grandes catégories. Alors il y en a une qui est assez évidente, c'est la boucle virale, celle que tout le monde connaît un peu, donc viralité sur les réseaux sociaux, sur les partages, sur les forums, sur ce que vous voulez. Donc c'est-à-dire vous avez des nouveaux sign-up, les gens ils invitent des amis, ils partagent, ou typiquement, je pense qu'on doit être beaucoup à utiliser Slack. Sur Slack, vous invitez du monde, ils s'inscrivent eux-mêmes, ils partagent. Sur Facebook, vous invitez des amis, etc. Ils cliquent il y a un pourcentage de gens qui cliquent sur le lien d'activation. Ça vous fait toujours le même taux de conversion, on espère qu'il s'applique ou qu'il s'améliore, des nouveaux sign-up, et ainsi de suite. Donc, c'est une boucle. Vous avez la même chose pour tout ce qui est paid marketing, donc tout ce qui est SEA et tout ça. Donc, vous améliorez vous avez des nouveaux sign-up. Il y en a X% qui souscrivent, toujours un taux de conversion. Donc, on achète avec les gens qui convertissent, ça fait plus de budget. Le budget est réinjecté dans des nouvelles ads. Vous améliorez vous en faites plus, vous les améliorez. Donc, vous avez toujours plus de nouveaux sign-up. Vous dépensez toujours plus jusqu'à atteindre votre plafond, mais ça dure un bon moment. Vous en avez une qui est peut-être beaucoup moins évidente. Enfin, moi, j'ai été surpris quand j'ai vu ça. C'est ce qu'ils appellent la sales loop. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qui est gros start-up et tout, on va toujours penser que c'est 100% digital. Alors qu'en vrai, il y a toujours beaucoup d'humains, surtout aux États-Unis, où ils ont des armées de sales. Et tout simplement, cette boucle-là, donc c'est la boucle sales, comment elle marche? C'est vous avez un certain nombre de leads, tous les formulaires, les machins et tout ça. Donc vous avez un sales, il traite X leads, il en signe Y. Et au bout d'un moment, avec l'argent, avec les gens à qui il a vendu l'argent que ça génère, vous embauchez des nouveaux sales qui vont traiter des nouveaux leads et vous avez plus de clients. Donc c'est pareil, en fait, ils sont en boucle comme ça. Hop. Et celle qui est la plus intéressante pour nous quand on est SEO à la base, c'est ce qu'ils appellent les content loops. Alors il y en a plein, je vous ai mis celle qui est, parce que vous avez tout ce qui est UGC aussi, mais celle qui est le contenu généré par l'entreprise. Donc là, c'est hyper simple. Hein. Donc vous avez un pourcentage des personnes qui lisent vos contenus, qui convertissent en formulaire, en leads. Donc, avec les sales qui travaillent les leads, ou si c'est du self-service, ça génère de l'argent. Vous le réinjectez dans votre stratégie de contenu, dans des nouveaux contenus. Vous distribuez les contenus avec toutes les méthodes qui sont possibles, donc le SEO, le SEA, le viral et ce genre de choses. Ça vous fait des nouveaux visiteurs, puisque vous avez plus de contenu et mécaniquement, vous avez plus de trafic. Et ainsi de suite, ça vous fait des nouveaux leads et ça grossit de même. En fait, je vais vous montrer des exemples plus concrets de comment ça se passe chez moi. Mais ces boucles-là, une fois que vous les avez définies pour votre produit, ça aide à un niveau ressources humaines pour structurer les équipes. Parce que vous dites, OK, donc nous, ce qui marche, c'est la boucle de contenu. Donc, on va structurer une équipe contenu avec, on démarre avec un rédacteur, machin et tout, à outsourcer ou interne, on s'en fout, c'est pas la question. Mais et puis vous savez qu'au bout de X leads qui vont être transformés en X clients, on pourra avoir un deuxième rédacteur et un troisième et ainsi de suite. Et pareil pour les sales. Donc comme ça vous fait une équipe sales avec un head of sales, une équipe content avec un head of content et ce genre de choses. Alors là, je ne sais pas si c'est lisible. Pas du tout. Mais donc, du coup, c'est un template en fait qui vous aide à définir justement les loops qui vont marcher pour vous, etc. Bon, ce sera plus lisible pour ceux qui voudront télécharger les slides. Mais du coup, ça vous donne deux niveaux de loop. Donc ça, c'est à niveau macro. Ça, c'est le premier. Donc nous, on est dans un SaaS, en fait, on fait de la deep tech et du big data dans le domaine du maritime. Bon, un truc complètement improbable quand on n'est pas du milieu. Et en fait, il y a beaucoup d'acteurs sur ce secteur-là. Et donc nous, comme tous les algorithmes de machine learning ou quoi, plus on a de data, plus nos algos s'améliorent, etc. Donc en fait, là, vous voyez, on a deux boucles qui s'imbriquent. Donc la première qui dit que plus on a de data,
plus nos algos ils sont bons. Alors par exemple, on fait du temps de prédiction des bateaux pour quand ils arrivent dans les ports. Aujourd'hui, vous avez, par exemple, je sais pas, il n'y a plus de vélos s'il y a des cyclistes ici, parce qu'en fait les bateaux, pardon, parce qu'en fait les bateaux ils sont bloqués à Los Angeles en ce moment, et il y a 40 bateaux au large du port, donc ils n'arrivent pas à décharger les containers, et tout le marché mondial est impacté, comme quand il y a eu le bateau en travers du canal de Suez et ce genre de choses. Donc nous on prédit l'arrivée des bateaux pour permettre aux gens dans les ports de mieux organiser le déchargement des tankers. Donc plus on a de data, donc on a de l'historique et tout ça, mais plus on a de data, plus notre algo il devient précis. En fait, pour le moment, on va avoir une précision à 80% du temps d'arrivée. Et puis plus le temps passe, plus l'algorithme s'améliore. Plus il s'améliore, plus nos clients ils sont contents, ils en parlent autour d'eux, et plus on a de clients. En même temps que ça, on a un système donc avec des clients, donc qui est l'output, et un système avec 2 partenaires. On a une plateforme qui est ouverte, donc vous pouvez intégrer vos API et tout ça. Et donc plus on intègre 2 partenaires, plus notre catalogue est étendu. Plus notre catalogue est étendu, plus on a de clients potentiels, plus on a de clients potentiels, plus on a de clients, plus on a de clients, plus les partenaires sont intéressés pour intégrer dans notre plateforme. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on a créé un service dédié, enfin une personne dédiée pour démarcher les partenariats. Voilà. Donc, et ça fonctionne. L'exemple le plus connu, enfin, c'est hyper simple, c'est Zapier. En fait, Zapier, au début, il y avait quelques apps qui étaient préfets, ça intéressait du monde. Et plus ça va, plus ils ont fait des apps. Aujourd'hui, ils ont automatisé quasiment tous les outils qui existent sur le web, et c'est comme ça qu'ils sont devenus mainstream. Et plus ils créent des apps et des connecteurs avec des applications, plus il y a de clients intéressés, plus le marché augmente. Donc ça, c'est la vision macro. Et ça, c'est la vision micro, donc avec ce qu'on voyait avant, c'est pareil, pas hyper visible sur l'écran, mais donc vous voyez, on a bien une content loop, donc que vous pouvez voir dans le détail, donc qui nourrit en fait les sales. Donc on génère des leads avec des formulaires, enfin, je veux dire, rien de spécial. Mais derrière, les leads, ils sont envoyés à des commerciaux qui sont dédiés à traiter l'inbound, pardon, et derrière, ils en signent une partie, ça envoie dans le produit. Et la partie qui est virale, au final, c'est la plus intéressante. Cela, elle est directement dans le produit. En fait, quand vous créez un produit et que vous êtes vraiment au démarrage, c'est très dur de dire comment on va pricer, comment on va monétiser, surtout quand vous avez plusieurs produits dans le produit. Enfin bref, ça, je vous passe les détails. Mais typiquement, il se pose une question à un moment quand vous faites payer à la licence, à l'utilisateur, ou vous faites payer au nombre d'usages, ou vous faites un abonnement entier. Sauf que nous, on s'est aperçu aujourd'hui que le nombre d'utilisateurs dans le produit, il ne fallait surtout pas qu'on le fasse payer en fait. Parce que si les gens ils peuvent inviter, enfin c'est pareil, hein, c'est un peu obvious, mais si on laisse les gens inviter leurs collègues, leurs partenaires dans le produit. Nous, on récupère les mails de gens qu'on sait qu'ils utilisent le produit, puisque derrière, c'est traqué et tout ça. Et donc, on sait qu'on peut sans doute leur revendre le produit pour leur utilisation personnelle ou ce genre de choses. Typiquement, si on signe un port, le port, il travaille avec des bureaux d'études, des agences de consulting. S'ils les invitent dans l'outil, nous, on sait que les agences de consulting, elles ont d'autres clients et ils n'ont pas un seul client. Donc, on peut potentiellement retravailler avec eux. Donc, ça vous aide aussi à définir les pricing et ce genre de choses, puisque là, quand vous êtes le mec du gros, vous allez voir l'équipe finance et ce genre de choses et vous dites, ah non, surtout, ne me faites pas payer les utilisateurs en plus, quoi. Hop. Donc voilà, donc après, de la même manière, pour les questions de monétisation, les Américains, ils ont des frameworks pour tout, c'est formidable, vous n'avez plus à réfléchir, vous êtes en pilote automatique. Donc là, en fait, selon si votre outil coûte, donc s'il a un ARP, donc c'est Annual Revenue per User, donc du coup, le revenu par un utilisateur, et selon combien ça vous rapporte, vous faites soit du freemium, soit du free trial, soit de la démo. Mais alors après, vous pouvez toujours tordre le truc et tester d'autres choses, mais globalement, ça marche. Et plus vous vendez cher, plus le modèle va être différent de quelque chose hyper viral et hyper B2C, quoi. Hop. Donc sur tout ce qui est expérimentation, c'est pareil, encore une fois, donc on peut apprendre sur les utilisateurs, sur le produit, sur les canaux. Il y a des canaux qui fonctionnent, il y a des canaux qui ne fonctionnent pas. Il y a des canaux qui vont fonctionner à un moment, comme LinkedIn actuellement, mais qui vont plus fonctionner dans quelques temps. Hop. Et donc on a ce framework-là, et ça, cette slide-là, on s'en fout, mais dans le détail, en fait, vous scorez votre parcours. C'est-à-dire, sur tout l'onboarding, vous voyez, vous avez du sign-up jusqu'au moment, ce qu'ils appellent le habit moment, ça veut dire que la personne est captive chez vous et qu'elle s'est habituée au produit. Et tout ça, c'est des étapes
Souvent, c'est différentes pages. Et en fait, vous notez vos pages et vous essayez qu'à la fin, soit c'est positif. Alors, par exemple, ça, c'est exercice avec notre page de contact. Donc, il y a voilà, il y a un gros -15 sur le truc de CAPTCHA qu'on ne peut pas enlever, mais bon, bref. Et voilà, vous scorez comme ça et ça vous aide aussi à construire vos pages de manière très simple, à pas trop demander de choses directement au client et à faire en sorte qu'à la fin, il soit heureux. Donc voilà, tout ça, c'est la grande théorie. Alors, malheureusement, j'ai pas mes Google Slides, puisque en vrai, je fais pas mal de LinkedIn et d'Outbound comme ça aussi. Et il faut savoir, par exemple, au SEO Camp, là, cette année, ils ont mis en place Swapcard. Et Swapcard, en fait, ça fait 1 an, c'est mon meilleur pote. On participe à plein d'événements. Ils sont dessus, c'est un site en JSON, donc il y a une API qui est ouverte. Et donc, normalement, je voulais vous faire une démo en live de comment scraper et récupérer les infos de tout le monde qui sont inscrits sur Swapcard du SEO Campus. Mais s'il y a des gens qui ont des outils, qui voudraient recontacter les gens ou quoi, j'ai la liste, moi je peux vous la donner. Donc la dernière fois que j'ai fait tourner le script, c'était il y a 2 jours, et il y avait 260 inscrits. Donc on a tous les conférences où vous participez. Ça marche, Patrice. Donc ce genre, tous ces trucs-là. Et comme ça, après, on va pouvoir vous spammer vous verrez s'il y en a qui le font. Je vois qu'il y a des gens qui s'interrogent. Mais donc voilà, parce que ça reste le nerf de la guerre, et ça c'est pareil, aujourd'hui on est tous, enfin je sais pas, vous avez tous un LinkedIn, on se fait tous spammer, j'imagine, un peu pareil avec des messages automatisés et tout, et c'est un peu désagréable, on se dit c'est nul, ça marche pas et tout. Pour le coup, moi je l'ai vraiment fait. Donc j'ai utilisé une solution d'automatisation sur LinkedIn. On fait pareil, on fait de l'email outbound. Et mes taux sur LinkedIn, donc les taux d'acceptation, c'est-à-dire les gens qui acceptent la connexion pour rentrer dans votre réseau, c'est 80% dans mon domaine à moi. Donc c'est énorme, ça enfonce les emails. Et le taux de réponse, ça veut dire, vous savez, c'est une séquence classique, on envoie une note de connexion. Salut, coucou, t'as l'air super intéressant. Et puis je pense qu'on devrait être dans le même réseau. Et 3-4 jours après, le mec il reçoit un email, ah bah tiens, ce serait bien qu'on se parle parce qu'on a peut-être un produit qui pourrait t'intéresser et tout. Et j'ai 60% de réponses sur ce genre de message. Donc en fait, quand on est de l'extérieur, on se dit ouais, c'est de la merde et c'est nul et puis c'est chiant, ça embête tout le monde. Et en fait, ça dépend vraiment de votre cible, de la personne. Je pense que cibler les SEO et de leur envoyer des emails automatiques, c'est pas une bonne idée parce qu'après vous faites afficher sur Twitter. Mais dans certains domaines, ça cartonne, ça coûte littéralement 0 et enfin 0 ou presque. Et c'est votre première source de lead, quoi. Donc à un moment, on est obligé de le faire. Voilà. Merci à tous. Je sais qu'on est vendredi soir, qu'il est un peu tard. Merci. Et alors la question, pour ceux qui se rappellent, il y a combien donc de métiers de grosse? 7, et bah bravo. Donc alors je sais même pas s'il reste des mugs. Si c'est bon, Patrice, il a sauvé des mugs quand même. Voilà.